Dans cet épisode, La vache, hallucinant. des balles de pistolet tombant du ciel peuvent-elles tuer? Ne me tire pas dans la tête. Tous aux abris. Ils canardent le ciel, mais pour la science. Je parcours le désert à la recherche d'un trou de l'épaisseur d'un crayon. Puis ce sera l'heure de la détente. Les Mythbusters se penchent sur de nouveaux mythes de la vodka. Dans mes bras. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage. Et Jamie Hyneman. C'est pas interdit les balles traçantes. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'est pile ce que je voulais. À leur côté, Tori Belleci, La science est amusant. Carrie Byron Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? et Grant Imara. Vous êtes prêts? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Les balles qui tombent du ciel peuvent-elles tuer? Quel est le programme? C'est encore un mythe dont tout le monde a entendu parler. Quand on tire en l'air avec un pistolet, la balle monte jusqu'à une certaine hauteur avant de redescendre. Selon le mythe, elle retombe avec une vitesse telle qu'elle peut tuer quelqu'un. C'est le genre de choses qui arrivent pendant les jours de fête, comme la fête nationale le 4 juillet. Un type sort son flingue pour en rajouter, et les balles pleuvent sur les passants innocents. Tous aux abris. Exactement. Ces mythes concernent les fêtes qui font des éclats. Quand des fêtards s'emballent et se mettent à tirer en l'air, ne courent-ils aucun risque? Le trajet retour des balles peut-il leur coûter la vie? Pour en avoir le cœur net, Adam et Jamie vont d'abord faire quelques expériences à l'atelier. Ils vont déterminer la vélocité terminale d'une balle. Puis, ils vont chercher un moyen de tirer des balles à cette vitesse pour voir les dégâts qu'elles causent. Enfin, ils vont tirer en l'air à balles réelles pour constater ce que font les balles en retombant. Première étape. Pour trouver la vitesse à laquelle une balle tombe, les Mythbusters doivent d'abord savoir à quelle altitude elle monte. Jusqu'où monte une balle quand on tire en l'air? Pour répondre à cette question, j'ai pensé mettre en rapport la densité du gel balistique et celle de l'air. Vraiment? Jamie n'a pas l'air convaincu. Adam part quand même sur son idée et expérimente dans son coin. Il sait qu'un centimètre cube d'air pèse 1,2 mg. Mais un centimètre cube de gel balistique, Regardez ça, c'est magnifique. pile 1 gramme. Le gel balistique est donc 650 fois plus dense que l'air. Si ma théorie est avérée, quand une balle s'enfonce d'1 mètre dans le gel balistique, c'est qu'elle aurait parcouru 650 mètres en l'air. Mais les balles vont beaucoup plus loin que cela. Adam prépare donc une masse inégalée de gel. Pas moins de 260 kilos. C'est de loin la plus importante quantité de gel balistique jamais utilisée ici en même temps. Il a intérêt à ne pas s'être trompé dans ses calculs. Je ne sais pas si on va tout utiliser, mais si ce n'est pas le cas, ça m'embêterait d'avoir fait tout ça pour rien. Le lendemain matin, l'équipe se rend sur le stand de tir avec une demi-tonne de gel balistique disposée dans une rangée de blocs sur 5 mètres de long. Après avoir trimé pour préparer cela, Adam aimerait bien s'amuser un peu. C'est toujours toi qui tires. Je peux tirer cette fois-ci? Heureusement, le sergent Al Normandy, un instructeur de tir, est là pour vérifier que l'expérience se passe sans encombre. On commence par un pistolet 9 mm. Chargeur sorti, glissière bloquée. C'est bon, vous pouvez y aller. Regarde, c'est splendide. La balle est allée jusqu'au 3e bloc. Regarde, elle a parcouru 1,50 m. Selon la théorie de Adam, cela fait un peu moins de 1000 mètres en l'air. Passons maintenant à un plus gros calibre, le fusil de guerre 30-06. Qu'est-ce qui s'est passé? La vache! Elle s'est arrêtée au premier bloc. Elle n'a pas dépassé le premier bloc. Pourtant,
Elle aurait dû aller plus loin que la balle de 9 mm, non? Ça peut paraître illogique, mais c'est à cause de la vitesse de la balle. Elle a tendance à se briser rapidement. Ce n'est pas le cas de la balle de pistolet qui va moins vite. L'expérience a pris du plomb dans l'aile. Jamie tire le coup de grâce. C'est hallucinant. Peut-être bien, mais en tout cas inutile. Les Mythbusters viennent d'essuyer un premier revers. Chaque année dans le monde, des millions de litres de vodka sont consommés. La plupart des gens en boivent. Mais les Mythbusters emploient ce breuvage à d'autres fins. Première interrogation, la vodka peut-elle agir contre les rougeurs et les démangeaisons causées par le sumac vénéneux? Nous avons traversé le pont du Golden Gate pour rendre visite à notre ingénieur du son, près de West Marine. Nous cherchons du sumac vénéneux. Pourquoi cette plante? Parce qu'elle fait partie des mythes de la vodka. Si vous répandez de la vodka sur une partie du corps touchée par le sumac, elle enlèvera l'urushiol contenu dans la plante et vous n'aurez pas d'irritation. C'est Tori qui a tiré la courte paille. C'est plutôt ironique que je me protège contre le sumac, alors que je m'en mettrai plus tard sur le bras. Tu dois pas t'en mettre partout. On dirait plutôt une équipe de Ghostbusters que de Mythbusters. Tori s'apprête à se dévouer pour la science. Celui-ci a l'air bien dangereux. Coupe. Vous êtes sûr que c'est du sumac vénéneux? Oui, il y a 3 feuilles et il est d'une belle couleur vert sombre. Carrie, gravement allergique au sumac depuis son enfance, est exemptée pour cette fois-ci. Tu veux en faire en salade ou quoi? Certains prétendent que si nous mâchons du sumac vénéneux, nous sommes immunisés contre ses effets. D'autres affirment que cela rend juste gravement malade. Quel est l'élément toxique? Le composant nocif est l'urushiol. Il provoque une allergie chez 90% des gens. Retenez bien ce nombre, 90% des gens. L'effet secondaire le plus courant est une irritation, mais certaines victimes réagissent si violemment qu'elles doivent être hospitalisées. Pas de problème, on paiera la note de soins de Tori. Et si ça se trouve, la vodka fera l'affaire. Cela va à l'encontre de tout ce qu'on m'a enseigné quand j'étais gamin. Je suis chamboulé. Il divise son avant-bras en 3 zones, puis frotte avec du sumac. T'as déjà eu des irritations quand même. Bien sûr, la fois où tu m'as filé des... Sur la zone près du coude, on utilise un remède ordinaire, une pommade vendue dans le commerce. Frotte bien. Nettoie et décontamine la peau en enlevant les huiles invisibles à l'œil nu. Ensuite, on verse la vodka près du poignet. La zone du milieu n'est pas traitée et servira de point de comparaison. J'espère que t'as pas un rencard ce soir parce que tu pues l'alcool et que t'as du sumac sur le bras. Ça les fait toutes craquer. On attend de voir ce qui se passe, c'est ça? Dans mes bras. Que les jeux commencent. Pour savoir si des balles tombées du ciel peuvent tuer, Adam et Jamie ont commencé par mesurer la distance maximale que parcourt une balle. C'est hallucinant. Comme ils ont fait chou blanc avec leur première expérience, ils retournent à leurs calculs. On a bien perdu notre temps. On n'a rien appris d'utile en tirant dans le gel balistique. Plus la balle va vite, plus le gel résiste, comme l'eau. C'est vrai, l'expérience a foiré. Mais certains programmes de simulation sur ordinateur nous ont fourni un topo sur les balles tirées en l'air. Une balle de 30,06 monte jusqu'à 3000 mètres et redescend en 58 secondes. Une balle de 9 mm monte jusqu'à 1200 mètres et retombe en 37 secondes. Ça me paraît suffisant pour que ces 2 types de balles atteignent leur vélocité terminale. Il nous reste juste à le calculer. La vélocité terminale est la vitesse maximum à laquelle un objet peut tomber quand il est en l'air. Cette vitesse est atteinte lorsque la gravité égale la résistance à l'air, c'est-à-dire au moment où l'objet ne peut plus accélérer. Pour
trouver la vélocité terminale d'une balle, Adam construit une soufflerie aérodynamique. Il envoie un jet d'air à grande vitesse dans la soufflerie et installe un anémomètre en haut. Tout est en place. Cette soufflerie va me servir à mesurer la vélocité terminale de cette balle. Je vais la mettre dedans et la faire atteindre un point où elle flottera de façon stable. Cela signifiera que j'aurai compensé le poids et la masse de la balle avec la pression de l'air en dessous. À partir de là, je mesure la vitesse sur l'anémomètre. C'est la vitesse à laquelle cette balle tomberait si elle était lâchée du ciel. Premier test avec une balle de 9 mm. Adam met un peu de temps avant de trouver la vitesse qui convient, mais finit par y arriver. Regardez ça. J'ai atteint un résultat. L'anémomètre indique 160 km/h. Ce serait la vitesse de la balle si elle nous tombait dessus à partir du ciel. Je vais passer à l'autre balle. C'est une balle de 30,06. Elle est plus longue, mais elle a sensiblement le même poids. Regardez! Cette soufflerie m'a permis de savoir que la balle de 9 mm et celle de 30,06 ont la même vélocité terminale, 160 km/h. Cela m'a aussi montré que ces deux types de balles tombent mieux quand elles sont sur le côté et non pas la pointe en bas. 160 km/h, cela fait environ 45 mètres secondes. Cela a l'air rapide, mais est-ce suffisant pour tuer quelqu'un? Maintenant que j'ai calculé ça, je vais construire un appareil qui tirera des balles à 45 mètres secondes sur un simulacre de tête humaine. Et je verrai bien si les impacts sont mortels. Dans cette émission, cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Jamie? Oui? Ne me tire pas dans la tête. Il lui manque une oreille. On n'a pas besoin d'oreilles pour mesurer les impacts d'une balle à grande vitesse. La tête d'un cochon est plus dure que celle d'un humain, mais de peu. Il faut maintenant que nos amis trouvent un moyen de propulser des balles à 45 mètres secondes. Voilà leur méthode. Un tube en aluminium, un tuyau d'air et une balle de 9 mm. C'est simple, mais dangereux. N'essayez pas ça chez vous. J'ai fait une entaille dans ta porte, ça doit faire mal. Je n'aimerais pas me prendre ça dans la tête. Je pense que c'est très dangereux. C'est rassurant. Adam se lance malgré tout. Il construit deux sarbacanes à haute pression. Une pour la balle de 9 mm et une pour celle de 30,06. Les deux armes ont un canon en aluminium et une valve en guise de gâchette. Adam tirera à travers un chronographe qui mesure la distance parcourue par seconde jusqu'à ce qu'il obtienne la vélocité terminale tant désirée. Le sergent Hal Normandy surveille aussi cette opération. Le premier test se fait avec la balle de 9 mm à une pression de 8,2 bars. L'arme est chargée, préparez-vous à tirer. 22 mètres secondes. On est mal parti. C'est seulement la moitié de la vitesse requise. Heureusement, le sergent Normandy fait quelques remarques constructives. Vous pensez que les tuyaux sont bien étanches? Vous voulez dire qu'en les enveloppant un peu mieux? Je pense que cela donnerait de meilleurs résultats si tout était étanche. Pour que la balle soit bien à son aise, Adam enveloppe bien la balle et la culasse. Prêt? Prêt? C'est parti. 3, 2, 1. 44,5 mètres secondes. C'est pile ce que je voulais. C'est nickel. La balle de 9 mm est parfaitement réglée. On passe à la balle de 30,06. Adam tâtonne encore un peu, puis réussit à lui faire atteindre sa vélocité terminale. 46 mètres. 46. Un de mes nombres fétiches. Pile poil. Maintenant, grâce au cochon, Adam devrait savoir si les balles tombent assez vite pour pouvoir tuer. Mais allons d'abord voir si la vodka peut guérir les irritations. C'est inquiétant. Tori a l'air en pleine forme. J'ai appliqué du sumac vénéneux sur mon bras il y a 13 jours. Mais on dirait que je suis devenu immunisé. J'y étais allergique quand j'étais petit, mais plus maintenant.
Du coup, j'ai besoin de ton bras. Le bras d'un être inférieur. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pas de quoi s'emporter. On dirait que Adam fait aussi partie des 10% de gens immunisés contre le sumac vénéneux. Le sumac vénéneux. Je m'y suis frotté il y a une semaine. L'enquête ne cherche plus à déterminer si on peut en guérir grâce à la vodka, mais si les Mythbusters sont tous immunisés. C'est ton tour. C'est froid. Qui l'eût cru? Tori a essayé, Adam a essayé, et au bout de 2 semaines, je n'ai rien non plus. Mais tu es allergique? Les feuilles ont été analysées dans un laboratoire. C'est bien du sumac vénéneux. Les Mythbusters seraient-ils tous des mutants? Il faut absolument qu'on en ait le cœur net. On va tester sur 3 personnes à la fois. Espérons qu'au moins une d'elles sera allergique au sumac. Contraints et forcés, les autres membres de l'équipe se dévouent au nom de la science. Avec ce mythe, ça passe, ça gratte. Ça fait 24 heures. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Un fiasco. Rien de notable. Rien non plus. Mais John, le documentaliste, crie victoire, enfin, si on veut. C'est du sumac vénéneux, sans aucun doute. Je suis ravi que ça vous fasse plaisir. C'est un résultat très net. Il y a la même quantité de rougeur sur la zone traitée à la vodka et sur la zone non traitée. La zone traitée par la pommade est nickel. C'est clair, ce mythe est bidon. Pas de doute. J'ai morflé pour l'équipe. Comme quoi, il faut avoir plusieurs cobayes sous la main. Ce mythe est bidon. C'est dangereux de tirer en l'air. Enfin, c'est ce qu'on raconte. S'il y a du vrai là-dedans, ces cow-boys feraient mieux de troquer leurs chapeaux contre des casques, parce qu'ils risquent de se prendre une pluie de balles. Adam a trouvé un moyen de tirer des balles à leur vélocité terminale, c'est-à-dire la vitesse à laquelle elles retomberaient après un tir à la verticale. Maintenant, il va faire un carton sur quelques gorets. Il y a même des cibles dessus. Pour chapeauter tout cela, un agent du FBI, Frank Doyle. Ça me paraît bien. Bon, allons-y. Sa grande expérience des affaires criminelles servira lorsque les balles fuseront. Est-ce que vous connaissez des cas où des gens ont perdu la vie? J'ai entendu que des personnes avaient pris des balles sur la tête, mais je ne me rappelle plus s'ils en sont morts. C'est ce que nous essayons de tester. La balle est chargée. 3, 2, 1, feu! Ça lui a rebondi dessus. La caméra grande vitesse confirme que la balle avait à peu près la bonne vélocité. La balle allait à environ 50 mètres seconde, un peu au-dessus de sa vélocité terminale, et elle n'a même pas perforé la peau. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Ça aurait sans doute fait mal, mais pas tué. C'est reparti pour un tour, mais avec du plus gros calibre, une balle de 30-06. Balle de 30-06, 3, 2, 1... Aïe! Voilà le point d'impact. La balle a transpercé la peau, mais elle n'a pas pénétré plus avant. L'autopsie du cochon confirme que le crâne n'a pas été endommagé. Il y a une petite éraflure. Une petite éraflure dans le crâne, une grosse faille dans ce mythe. Je commence à croire que la vélocité terminale d'une balle, 45 mètres seconde, n'est pas suffisante pour tuer quelqu'un. C'est assez troublant. J'ai vu des images à la télé où des gens sont tués par des balles qui retombent, mais on n'en a eu aucune preuve dans nos expériences. J'ai un joker, Jamie. Les documentalistes nous ont trouvé un expert. Il est professeur à l'université de Stanford et c'est une sommité internationale sur les balles tombées du ciel. On devrait aller le voir pour qu'il nous guide un peu. Allons-y. Par une coïncidence hors du commun, le cabinet de cet expert international est juste à côté de l'atelier des Mythbusters. Bonjour, docteur. Adam Savage. Enchanté, entrez donc. Merci.
Docteur, connaissez-vous l'histoire selon laquelle une balle tirée en l'air risque de tuer des gens en retombant? J'ai eu 2 cas assez exceptionnels ici, à San Francisco. Dans un des cas, le tireur a même été arrêté. Le premier cas concerne une femme qui regardait le feu d'artifice du 4 juillet dans sa chaise longue. Elle a été touchée à la cuisse par une balle de 30-06 tirée en l'air à 1,5 km de là. Nous avons extrait la balle de sa jambe et fait un test balistique, ce qui nous a permis d'arrêter le coupable et de l'envoyer en prison. C'est le seul cas au monde où une personne a été condamnée pour avoir tiré en l'air et blessé quelqu'un par négligence. Quelle histoire! L'autre cas concernait un homme âgé en Californie. Cet homme était dans son garage et parlait à sa femme. Ses yeux se sont révulsés et il s'est effondré sur le sol. Sa femme a pensé qu'il faisait une attaque et a appelé les urgences qui l'ont emmené à l'hôpital. On a fait des radios et on lui a trouvé une balle dans le cerveau. Cette fois-là, la victime n'a pas survécu. D'après ces cas, diriez-vous que ce mythe est avéré? Les balles tombées du ciel peuvent-elles tuer? Je sais avec certitude que des balles tirées à partir d'une certaine distance et qui retombent à leur vélocité terminale peuvent tuer des gens. C'est un vrai casse-tête pour les Mythbusters. D'un côté, le Dr Moller a la preuve que les balles tombées du ciel peuvent tuer, et de l'autre, notre équipe a la preuve du contraire. Ça aurait sans doute fait mal, mais pas tué. Adam et Jamie vont devoir garder la tête sur les épaules, ou ce mythe va en prendre un coup. Le docteur Moller a avancé des preuves solides qui contredisent nos résultats. C'est vrai. Il m'a montré des radios de personnes ayant pris une balle dans la tête ou la jambe, en m'expliquant que c'était arrivé pendant la fête nationale. Mais il y a un hic. Ces balles ont été tirées à plus d'1 kilomètre de là où elles sont retombées, ce qui veut dire que le tir n'a pas été effectué à la verticale. Les balles ont continué sur leur lancée et ont suivi l'angle de tir initial. D'après les expertises médicales, ces balles tueuses ne sont pas vraiment tombées du ciel. Quand on tire à un certain angle, la balle est stabilisée par la rotation et garde sa trajectoire balistique avant de retomber pointe en bas à une vélocité terminale élevée. Mais quand on tire à la verticale... Soyons clairs, ce mythe prend pour base une balle tirée à la verticale qui retombe ensuite verticalement. D'après les tests que nous avons faits, cette balle n'a aucune chance de tuer quelqu'un en redescendant. D'accord, mais nous n'allons pas nous arrêter à des simulations. Même si ça risque d'être difficile, nous allons nous installer dans le désert et tester ça pour de vrai. On verra si on a les mêmes résultats qu'à l'atelier. En route! Le lendemain, à l'aube, les Mythbusters partent en expédition pour le désert du Mojave. En bon citadin, Adam se trouve bien démuni. J'associe rarement les termes « froid de canard » et « désert ». Mais je dois dire qu'ici, il fait vraiment un sacré froid de canard. Adam n'a pas fait l'association d'idées, mais moi si. Pendant les campagnes d'Afrique du Nord, j'ai appris à porter un ensemble toute saison dans le désert. Si ce n'est pas le milieu de nulle part, ça y ressemble fortement. C'est l'endroit parfait pour l'expérience d'aujourd'hui. Le désert est idéal pour notre mythe, puisqu'il est justement désert. Il n'y a rien à 4 km à la ronde, c'est complètement plat. C'est parfait pour trouver une balle qu'on vient de tirer. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Adam et Jamie ont réquisitionné des observateurs. Les autres membres de leur équipe seront postés dans des cabines d'écoute à l'épreuve des balles. Jamie utilise un trépied pour que le pistolet tire à un angle de 90 degrés. Très bien. C'est 90 pile. Enfin, comme ça va tirer dans tous les coins, ils ont demandé l'assistance de Torrance Hall, un expert en armement. On ne se fait pas d'illusions, mais si on arrive à trouver au moins une balle, on aura beaucoup d'informations pour notre expérience. Le vent va jouer un rôle crucial.
Il est faible au niveau du sol, mais vu que les balles de 30,06 risquent de monter à 3000 mètres, il vaut mieux savoir ce qui se passe un peu plus haut. Pour la science. Il va par là. T'es un météorologue né, Jamie. Le météorologue a de quoi être comblé. L'équipement est prêt. Il reste à envoyer les gens dans leurs abris et à tirer quelques balles. Avant de pouvoir tirer vers le haut, il faut tirer vers le bas pour voir jusqu'où s'enfoncent les différentes balles. Ce test n'a pas une valeur absolue. C'est un test qui nous donnera seulement un point de comparaison entre une balle qu'on tire à bout portant et une balle qui tombe du ciel. Il commence par un fusil à air comprimé, qui peut être mortel dans de rares cas, mais se contente souvent de transpercer la peau. Ensuite, le pistolet 9 mm. 3, 2, 1, Et enfin, le 30-06. 1. À quelle profondeur les balles se sont-elles enfoncées? D'abord, le fusil à air comprimé. 7 cm. Le 9 mm. Environ 15. 14 ou 15 cm. Et enfin, la balle de 30-06. Environ 30 cm. En utilisant le sol du désert comme champ de tir improvisé, ils peuvent maintenant évaluer la dangerosité des balles qui tombent du ciel. Enfin, s'ils les retrouvent. Chacun à son poste. On va tirer 8 balles. Vous avez bien entendu? Je tire dans 3, 2, 1. Jamie vide un chargeur en l'air. Enlevez les casques. 39 secondes plus tard, les balles touchent terre. 1, 2. T'en as entendu une par là, Jamie? J'en ai entendu 2 ou 3 par là. Maintenant, il leur reste à les trouver. Vous en avez entendu plusieurs de ce côté. On en a entendu d'autres de ce côté-là. Vous n'avez qu'à prendre votre équipe de tournage, on prend la nôtre. Cela fait une moitié de terrain chacun. Cela risque d'être plus difficile que prévu. Je parcours le désert à la recherche d'un trou de l'épaisseur d'un crayon. Pendant qu'ils passent le désert au peigne fin, c'est l'heure de reprendre un peu de vodka. Selon ce mythe, on peut fabriquer une poche de glace avec de la vodka et de l'eau. Je vais mélanger une demi-tasse de chaque. En principe, ça soulage la douleur. Bon, si ça ne marche pas, je pourrais toujours boire le mélange et ça allégera ma peine. La vodka gèle à une température plus basse que l'eau. Selon le mythe, c'est pour cela que l'on peut fabriquer une poche de glace et la presser autour d'un membre endolori. C'est bon. L'eau gèle à 0 degré. La vodka à moins 9 degrés. Si on les mélange, on obtient une poche plus froide que la glace, mais qui est encore malléable. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Et voilà. Le mélange vodka-eau a passé la nuit au congélateur. Je vais le sortir et voir ce que ça donne. Regardez, ça a marché. La vodka a empêché l'eau de se solidifier en gelant, ce qui a produit une poche de glace froide, mais flexible. Je crois que ça peut faire office de poche de glace. C'est génial. J'ai quand même l'impression que ça fond plus vite que les poches vendues dans le commerce. Pour connaître la part de vérité du mythe, Tori veut comparer les performances de la poche de glace alcoolisée et celles d'une poche du commerce. J'ai 2 thermomètres calibrés à l'identique. Je vais les envelopper avec la poche de glace et les laisser ici pendant 20 minutes, puisque c'est le temps conseillé pour l'utilisation. Si on laisse plus longtemps, on risque d'attraper des engelures avec. C'est parti. La poche à la vodka est à moins 8 degrés centigrades. C'est 1 degré au-dessus du point de congélation de la vodka et 8 degrés en dessous de celui de l'eau. La poche de glace du commerce est à moins 9,5 degrés centigrades au départ. Pendant les 10 premières minutes, la poche de glace du commerce reste plus froide de quelques degrés. Mais après un quart d'heure, la vodka a rattrapé son retard et l'arrivée est très serrée. La poche à la vodka est à moins 7 degrés.
Moins d'1 degré sépare les deux poches. La poche du commerce est remontée à moins 7,6 degrés. Elle tient mieux la route que la poche faite avec de la vodka. N'empêche, on peut très bien faire une poche de glace avec de la vodka. Je suis vraiment épaté. Ce mythe est donc confirmé. Et quand on a fini, on peut boire de la vodka pilée. La vodka peut donc soulager la douleur, à plus d'un titre. Ce mythe est confirmé. Pendant ce temps, dans le désert du Mojave, les Mythbusters viennent de vider un chargeur de pistolet 9 mm en l'air. Ils parcourent plusieurs kilomètres carrés de désert à la recherche des balles. Ce n'est déjà pas facile, mais c'est sans compter avec les trous ressemblant à des impacts de balles jalonnant le sol du désert. Ça y ressemble, mais c'est pas ça. Cela peut prendre du temps, et ils n'ont que jusqu'au coucher du soleil. Alors que tout semble désespéré, Adam fait une trouvaille. J'en ai trouvé une! Ça a fait un trou dans la couche de sel. Il y a un autre détail. Le trou est ovale, pas rond. Elle est tombée en biais. Elle est tombée de côté ou elle a tourné en vol. D'après les premières observations, cette balle n'aurait pas été mortelle. Pour s'en assurer, Adam mesure la profondeur à laquelle la balle s'est enfoncée. Souvenez-vous qu'une munition de fusil à air comprimé s'enfonce à 7 cm. 5 cm. Cela ne transpercerait même pas la peau d'un être humain. Ce mythe est mal parti. Et voilà, une balle de 9 mm. On l'a trouvée! Grâce au GPS, Torrance localise le point de chute de la balle par rapport au pistolet. Environ 100 mètres. Elle a été tirée en l'air. À la verticale, 100 mètres. Ça montre l'impact du vent. C'est fou. Pendant que les autres cherchent, Adam fanfaronne. Primo, j'ai trouvé le trou. Secondo, vu la position où elle se trouvait, cette balle va dans le sens de nos résultats précédents. C'est un résultat idéal, avant même l'heure de déjeuner. Pour débusquer les autres balles perdues dans la nature, nos amis savent maintenant précisément ce qu'ils doivent chercher. Il y a des milliards de trous en forme d'impact de balles. Ça ne nous a pas facilité la tâche. Mais c'est à peu près ce qu'on cherchait. Un petit trou noir. Adam, Quoi? viens voir. T'en as une autre? Oui, Génial! même profondeur. Vraiment? Et le trou est également ovale. On peut rentrer là? Je suis trop content. Les deux balles ont atterri sur le côté, à 5 cm de profondeur, ce qui confirme les résultats des tests. C'est fabuleux. La science dans toute sa splendeur. Laissons Adam savourer les résultats et payons-nous un dernier mythe de la vodka pour la route. Qu'est-ce que tu fais? Tu as de la vodka, des filtres à eau? Quel est ton plan, Grant? Selon ce mythe, on peut transformer de la vodka premier prix en vodka de qualité, si on la filtre 6 fois dans un filtre à eau. Si ça marche, tu pourras te mettre à produire de la vodka à ton nom. La vodka Grant? Ça me plaît bien. Génial. Quelques filtrages seulement séparent-ils la vodka de qualité de la bibine de base. Pour le savoir, Grant et Tori comptent organiser une dégustation et faire des tests. C'est le 6e et dernier filtrage. Et maintenant, un double test en aveugle avec le prestigieux panel d'experts réunis par Grant. Expert numéro 1, Anthony Diaz-Blue, directeur exécutif de la compétition mondiale des alcools de San Francisco. Les qualités d'une bonne vodka sont la clarté, la pureté et la texture. Expert numéro 2, Jamie Heinemann, diplômé en littérature russe. Expert numéro 3, Carrie Byron, amatrice à 16 heures. Les règles sont simples. Chaque juge est mis face à 8 verres de vodka. 6 verres proviennent des étapes successives de filtration et un autre d'une vodka de qualité. Le dernier verre est rempli de vodka bon marché qui fait office de témoin. Les juges ont pour mission de trier les vodkas de la moins bonne à la meilleure. Anthony Diaz-Blue, êtes-vous prêt?
Je suis prêt. Ces échantillons ont été mélangés au hasard. Moi-même, je ne saurais pas les identifier avant la fin. La réputation de dégustateur professionnel de Anthony est en jeu. Il a intérêt à être à la hauteur. Ça avait le goût d'essence, c'était brûlant et... Celle-là n'est pas mal du tout. 8 vodkas plus tard, Anthony a l'air parfaitement confiant, comme on pouvait le prévoir. Anthony Diaz Blue, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Jamie Heineman, c'est à vous. Goûter un alcool qui est censé être inodore et incolore est un défi, mais Jamie aime le relever. Je crois que c'est le moment de commencer à goûter. Jamie est maniaque comme pas un. Juste avant que les autres juges perdent définitivement patience, Jamie termine son classement. Vous êtes satisfait de votre choix, Jamie? Oui. Je me demande si tu n'as pas faussé l'expérience en trempant ta moustache. Possible, mais peut-être que ma moustache me permet de capter les variations subtiles entre les vodkas. Bien envoyé. Carrie Byron, êtes-vous prête? Pour boire au boulot? À fond. Si le mythe est avéré, il ne devrait y avoir aucune différence perceptible entre la vodka de luxe et la bibine filtrée 6 fois. Voilà mon classement. Vous en êtes bien sûr? Pas du tout, mais c'est mon dernier mot. D'accord. C'est l'heure des résultats. La moins bonne selon Carrie. La vodka de luxe. Troisième filtrage. Ça s'annonce mal. Deuxième moins bonne. La vodka de luxe. On dirait que Carrie n'a pas un palais très exercé. La troisième meilleure, la vodka témoin. Je suis une fille facile. Maintenant, on connaît les goûts de Carrie. La pétillante Carrie est éliminée. Passons au Mythbuster moustachu. Monsieur Heineman, êtes-vous prêt? On ne peut plus près. C'est parti. La deuxième moins bonne vodka, la vodka témoin. Pas mal. Très bien. Bravo. Deuxième, le cinquième filtrage. Il reste la vodka de luxe. Tu t'es bien débrouillé. J'ai assuré. Après la bonne prestation de Jamie, passons au pro. La pire vodka selon Anthony, la vodka témoin. La marque bon marché, impeccable. La deuxième meilleure, pile poil. Sixième filtrage, À la première place, la vodka de luxe. Bon boulot. Excellent. Merci. Pas mal. Anthony a littéralement fait un sans faute. Félicitations, Anthony. Vous êtes l'homme de la situation, votre réputation est intacte. Je suis soulagé. Je peux garder mon boulot. Qu'en est-il du mythe? Tient-il debout ou est-il affalé sur le comptoir? On peut améliorer une vodka bon marché en la filtrant, mais on ne peut pas la transformer en vodka de luxe. Laissons le dernier mot à la science. L'opération de filtrage peut-elle transformer une vodka bon marché en breuvage de qualité? Le docteur Byron a les résultats sous les yeux. Docteur, êtes-vous arrivé à améliorer une vodka premier prix en la filtrant? Je viens d'avoir les résultats du labo. Les chromatographes en phase gazeuse montrent que la vodka filtrée et la vodka bon marché de départ ont exactement la même composition chimique. C'est donc moins cher d'acheter une vodka de marque que de se procurer des filtres et de traiter la vodka premier prix. Oui, pour moi, c'est bidon. Bon travail, docteur. Ce mythe a bu la tasse? Il est bidon. 3, 2, 1... Pendant ce temps, dans le désert du Mojave, les Mythbusters ont tiré des balles de pistolet 9 mm en l'air pour voir si elles peuvent tuer des gens en retombant. Les 2 balles qu'ils ont trouvées sont retombées sur le côté à une vitesse non mortelle, ce qui confirme les résultats obtenus avec la soufflerie. C'est maintenant l'heure de passer au fusil de guerre 30-06. Cela risque d'être différent avec le fusil, vu qu'il projette les balles 2,5 fois plus loin. Comme la balle de 9 mm s'est retrouvée 100 mètres plus loin, peut-être que cette balle-là se retrouvera à 1,5 km, le temps de monter et de redescendre. Vous êtes prêts? Prêt. On enlève le cran de sûreté. Prêt à tirer?
Il tire 8 coups, mais personne n'entend les balles retomber. Enlevez les casques. Vous avez entendu quelque chose? Non. Pour diminuer les effets du vent, ils inclinent légèrement le fusil et recommencent. 40 coups plus tard, cela ne donne toujours rien. Vous avez entendu quelque chose? Non. C'est pas vrai. Comme personne ne sait où les balles ont pu atterrir, les recherches tournent court. Adam, tu as retrouvé des balles de 30-06? Non. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance avec le 9 mm. On a fait un bon travail d'équipe. Mais les balles de 30-06 montent beaucoup plus haut, à 3000 mètres, avant de redescendre. Elles ont été prises dans le jet stream et sont allées vers le Pacifique, je suppose. Sans balles de 30-06, ce mythe ne peut pas être entièrement tiré au clair. Heureusement, Adam a un plan de secours pour faire abstraction du vent. Il a construit un appareil qui simule la chute de balles à leur vélocité terminale. Grâce à une télécommande, il les fera tomber d'un ballon volant à 120 mètres d'altitude. Comment je sais que les balles tomberont à leur vélocité terminale si elles sont lâchées à 120 mètres d'altitude? C'est facile. La gravité attire tout vers la Terre à une vitesse croissante de 9,75 mètres secondes. Cela veut dire que chaque seconde qu'un objet tombe, sa vitesse augmente de 9,75 mètres secondes. Lâchées depuis 120 mètres, les balles atteindront leur maximum de 45 mètres secondes juste avant de toucher Terre. Et cette fois-ci, on saura exactement où elles tomberont. Je pense que c'est bon. L'altimètre indique que nous sommes à une hauteur magnifique de 140 mètres. Les secours sont prêts à intervenir si quelqu'un est blessé. Tout le monde a son casque? Compte à rebours. 3, 2, 1... Chute réussie. C'était parfait. J'éteins la caméra. D'accord. C'est excellent. D'après les tests, à l'arrivée, les balles de 30-06 devraient être identiques aux balles de 9 mm, sur le côté, à 5 cm dans le sol. On dirait un impact de balles de 30-06. Regarde, elles sont toutes là. Les balles de 30-06, à leur vélocité terminale, s'enfoncent de 5 cm dans le sol. C'est vraiment parfait. On va voir avec les autres? Ah, une balle de 9 mm. C'est le moment de vérité. Nous allons comparer avec les balles de 9 mm que nous avons tirées. Si cette balle est tombée de la même façon, mon appareil est bien réglé. Et voilà. Bingo! C'est la dernière pièce du puzzle. C'est officiel. Après avoir été tiré à la verticale, ni une balle de 9 mm, ni une balle de 30-06 ne retombe sur Terre assez vite pour tuer quelqu'un. On ne peut pas faire plus clair. Non. On a fait les tests avec un vrai pistolet, on a fait des simulations de chute ici. On a fait des tests avec la soufflerie et avec des têtes de cochon. On a bien fait le tour. Quel est le résultat? Bidon, plausible ou confirmé? Tout ça à la fois. C'est la première fois que ça arrive. Explique. Tous nos tests ont prouvé qu'une balle tirée à la verticale retombe à une vitesse insuffisante pour tuer quelqu'un. C'est vrai. Mais on a aussi vu qu'il est difficile et peu naturel de tenir une arme complètement à la verticale. Si l'angle est un tant soit peu incliné, la balle conserve sa trajectoire balistique et retombe en risquant de tuer quelqu'un. Le médecin que j'ai vu a constaté des cas mortels qui prouvent que c'est une réalité. Voilà, donc c'est tout à la fois. Dans tous les cas, il ne faut jamais tirer en l'air avec une arme. C'est idiot et c'est illégal presque partout. Et on peut tuer quelqu'un. Rentrons.
Si on tire en l'air, on ne risque sans doute pas d'en mourir. Mais cela n'est pas exclu. Ce mythe est déclaré dangereux. Aux arbres citoyens, Axemen, danger en forêt, tout de suite sur RMC Découverte.